passer la parole à Emmanuel et Claire. Donc, c'est une autre production. Bonjour. Alors, Jean-Emmanuel et Claire Poumayou. Donc, on ne dit pas Poumayou, c'est à la fin. De notre parcours, tous deux, nous ne sommes pas issus du monde rural ni agricole. Donc on fait partie de ce qu'on appelle des néo-ruraux, des ex-urbains, comme on veut, depuis à peu près 5-6 ans, voilà, depuis notre mariage en juillet 2014. C'est vrai que alors pourquoi en sommes-nous venus donc à nous installer à la campagne? Donc on vient de Charente, peut-être pour situer, Nord Charente, à la limite de la Haute-Vienne et de la Vienne, du côté de Confolens. Donc c'est Jean-Emmanuel d'abord qui a voulu aller dans cette direction. Moi, pour faire court, j'ai longtemps cherché ma voie et j'ai longtemps cherché ma voie et finalement je me sentais attiré par la terre. Alors j'ai fait un petit séjour chez François Gardet de Sauce. Et ça me faisait peur, le végétal. Je me disais, mais c'est très fragile. Ça me faisait peur. C'était loin de ma culture qui était plutôt industrielle, technique. Et du coup, j'ai pas osé. Je suis passé par la charpente. Mais après 3 ans de charpente, d'études et puis un peu de travail, je me suis dit, non, c'est la terre qui m'appelle. Voilà. Donc on a acheté une petite ferme qui est dans la famille de Claire. Voilà, donc moi, je suis professeur d'histoire-géographie de formation et j'ai enseigné pendant 7 ans en collège et lycée, mais je suis ma volonté parce que j'ai passé beaucoup de vacances à la campagne, du côté du Dora, donc vraiment la campagne profonde aussi, le même type de campagne que ça à 1 heure de chez nous. Donc ça me faisait pas peur parce que j'y étais très bien. C'est pas la montagne, c'est pas la mer, mais j'ai passé des très bonnes vacances et voilà, j'ai passé le pas et c'est vraiment sans regret. Alors peut-être vous expliquer quelle forme d'agriculture on fait. Donc moi, quand j'étais chez François, il y avait un woofeur qui m'avait dit tu devrais regarder sur la permaculture, ça t'intéresserait. Donc j'ai trouvé un livre de Sepp Holzer. Et c'est vrai que ça m'a émerveillé. Je me suis dit, mais il arrive à produire des choses surprenantes, dans des conditions surprenantes, et tout en laissant la nature quasiment intacte, même en embellissant la nature. Et moi, c'est ça qui m'a parlé. Donc c'est ça que j'ai dans le cœur en m'installant. Et après, petit à petit, je me rends compte que j'ai commencé un BPREA, une formation en maraîchage. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas de maraîcher dans ma région qui se paye un SMIC. Il n'y en avait qu'un seul, et il dit qu'il devait arrêter sinon sa femme divorçait, parce qu'il travaillait trop. Donc je me suis dit, il y a un souci de rentabilité. Bon, peut-être avec la permaculture, ça sera un peu différent, mais je ne croyais pas non plus au miracle. Alors, voilà. Le projet s'est réorienté un petit peu sur une ferme qui ferait du maraîchage, du fruit, de la céréale en vue de faire de la volaille. Un petit peu de céréales pour faire de la volaille. On a commencé une chose après l'autre. Et donc, on a commencé par le maraîchage. C'est plus... Voilà. Et bon, là, ça fait maintenant quelques années. Moi, mon expérience, c'est quoi? J'ai essayé d'appliquer la permaculture au maraîchage. Donc, la permaculture, c'est recréer des écosystèmes productifs. Donc, c'est un peu l'idée de la forêt... moi, j'avais cette image dans le conte Hansel et Gretel. Ils sont perdus dans la forêt et ils tombent sur une maison qui est comestible. Moi, j'avais la même idée, mais avec un jardin comestible. Donc, c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance de biodiversité. Ça ne ressemble pas à les lignes de salade qu'on voit chez les maraîchers habituels, quoi. Donc, j'ai un peu recréé chez moi un parcours cueillette très structuré avec des buts en hauteur, des mares, etc. Beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et avec le temps, je me rends compte qu'au niveau de la gestion de la culture, pour en faire une activité rentable économiquement, c'est trop de temps. Trop de temps d'entretien, trop de temps de cueillette, difficile de gérer l'arrosage spécifique, les variétés sont mélangées, donc c'est vraiment très complexe. Et il y a des avantages sur le fait que j'ai peu de problèmes de maladies sur mes cultures. C'est beau, j'ai plaisir à y être, mais voilà, au niveau de la productivité, c'est pas ça.
Et donc, petit à petit, je me réoriente vers des techniques plus proches des techniques conventionnelles, mais on appelle ça, il y a un réseau qui s'appelle maraîchage sol vivant. Voilà, donc je simplifie certaines techniques. Mais au fond de moi, je garde un petit peu une nostalgie de mon désir premier, c'est d'être... Moi, je voulais vivre émerveillé, en choisissant de vivre à la campagne, dehors, je voulais être émerveillé de la beauté de la création. Et en simplifiant, on perd un petit peu de cette beauté. Il y a moins de diversité, voilà. Et donc, je compose, en fait, avec la société telle qu'elle est, et je me dis, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien vivre comme en 1850, une ferme qui travaille pour être autonome à 80% de ses besoins et qui a 20% de sa production qui sert à assumer le reste de ses besoins, payer les impôts, etc., et le transport. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. J'ai 20% de mes besoins qui sont assumés par ma production propre, mais il me reste les 80% à payer. Donc il faut que je compose avec cette situation, mais que je ne trouve pas idéale. Voilà. Donc je garde dans le cœur quand même cette nostalgie qui viendra peut-être s'il y a une crise, si le monde change, je ne sais pas comment le monde va changer, mais voilà, je suis un peu tiraillé entre ce désir profond d'avoir une nature la plus belle possible, la plus diverse possible, et en même temps la rentabilité de la ferme. Donc le projet initial, c'était, on est parti donc du maraîchage, et nous vendons essentiellement, enfin pas essentiellement, nous, le gros de ce qu'on vend en frais, c'est l'été, des vacanciers ou des gens qui viennent à la région, parce que évidemment, nous on est en région très rurale, la plupart de nos voisins, enfin des gens autour de nous, ont leur propre jardin et ils savent très bien faire leur jardin, de père en fils, etc. Donc c'est pas à eux qu'on va vendre nos légumes. Et donc à la fin de l'été, il nous reste à l'automne, en septembre-octobre, comme vous savez, c'est encore très productif dans les jardins potagers. Et donc par nécessité au départ, on s'est dit il faut transformer ça, on ne va pas le perdre, on ne peut pas tout manger. On en vendait un petit peu, mais pas suffisamment pour écouler tout. Et donc on a commencé à faire des confitures, des soupes, un peu comme ça au départ. Et on a vu qu'on y prenait goût. Et donc ça fait maintenant 3 ans. Chaque année on prend un peu plus d'expérience, on sait plus où aller, comment s'outiller, etc. pour faire des bocaux. Mais c'est la moitié du chiffre d'affaires à peu près, au bout de 3 ans de vente. Donc les bocaux, mais ce qui est une joie pour nous, c'est qu'on l'a fait par nécessité au départ et qu'on y a découvert vraiment un goût. Voilà. Donc on développe ça aussi et on vend donc à la ferme l'été. On vend aussi à 2 restaurants un peu toute l'année. Oui, l'été aussi, il y a des maisons qui accueillent du public. Voilà, qui ont le désir d'avoir des légumes de qualité, mais qui ne vont pas acheter au supermarché. Et on vend aussi maintenant de plus en plus à des magasins de producteurs, voilà, surtout les bocaux. Donc ça, c'est ce qui assure un débouché un peu plus pérenne, et moins au lance-pierre, aux gens qui viennent à la ferme. Dans les difficultés, il y a des difficultés physiques. Je trouve que c'est un travail vraiment exigeant physiquement. Malgré le fait qu'on a trouvé de l'aide pas mal à travers le réseau du woofing. Donc on accueille à la ferme des jeunes qui veulent apprendre le métier ou qui veulent juste découvrir l'agriculture pour des temps relativement courts. À la fois, nous, ça correspond à un désir aussi qu'on a d'accueillir chez nous. C'est une belle ouverture, on rencontre des gens très différents, donc c'est des beaux moments qu'on passe. Voilà. Mais en fait, ça ne résout pas tout. Il y a quand même beaucoup de travail pour une rentabilité qui n'est pas toujours évidente à la fin. Ça, c'est une des difficultés. C'est aussi une charge psychologique par accueillir du monde, leur donner du travail, veiller à ce qu'il y ait toujours suffisamment de... Quand on est chef d'équipe, on n'est pas disponible... le temps qu'on doit prendre pour organiser les approvisionnements, tout ça, faut le prendre en plus.
Donc c'est une charge de travail aussi, mine de rien, d'être chef d'équipe. Et donc moi il y a des moments, enfin je sentais que j'étais pas loin du burn-out, ça veut dire quand je me reposais, à la fin de ma sieste, j'étais plus fatigué qu'au début. Et ça c'est un signe que on rentre dans une spirale de burn-out, quoi. Donc au bout de 3 ans d'activité, en gros, économiquement on avait passé pas mal de nos économies, et puis au niveau physique, moi j'étais très fatigué, et donc on a fait appel dans ma famille, mes parents, et donc en fait c'est bien tombé pour eux. Ça veut dire que c'était un moment où ils arrivaient à la retraite, ils avaient fait 3 ans de service à Marseille, dans une association, et ils ne savaient pas trop quoi faire pour la suite. Et ils sont restés 6 mois bloqués à Marseille, en se disant, mais ma mère voulait rentrer à Paris, mon père voulait rester à Marseille, et ils n'arrivaient pas à trouver un compromis. Et finalement, ça m'est venu à Noël, j'ai dit, ben, si vous ne savez pas quoi faire, il y a une maison à côté de chez nous qui se vend, et vous y serez peut-être bien. Et en fait, ils sont venus, donc ça nous soulage beaucoup, ils accueillent nos enfants, on a 3 enfants, jeunes enfants. Et moi, ça me permet d'avoir des relations de qualité avec mon père dont j'avais manqué dans mon enfance. Donc c'est aussi une miséricorde, je trouve, de la part du Seigneur d'avoir suscité cette occasion-là. Et puis ma mère est très heureuse de voir un peu plus ses petits-enfants. Juste pour finir, à la fois dans les difficultés traversées, c'est qu'on a eu plusieurs choses à mener de front. On a repris donc une petite ferme qui était dans ma famille, mais qui n'avait pas été aménagée depuis des lustres. Donc Jean-Marie, elle fait donc charpente avant, puis elle aimait bien faire des enduits, etc. Donc il y a eu la rénovation de la maison à effectuer, qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc les enfants qui sont arrivés, on a 3 garçons actuellement de presque 4 au petit dernier, qui est là. Et donc le lancement d'une activité, alors qu'on n'est pas fils de paysans. Donc il y a l'énergie nécessaire à lancer les choses, à créer les choses, à trouver les solutions, etc. Donc tout ça, c'est pour ça que tu dis que tu l'as ressenti comme ça, un peu proche du burn-out. La difficulté, c'est de résister sur tous les plans, quoi. Et pourtant, alors justement, on va finir avec ça, parce qu'on a aucun regret, on est là pour en témoigner, malgré cela. On a beaucoup de joie à vivre ça. Alors évidemment, nous, on n'a pas du tout le recul de gens qui ont des années derrière eux, on est des petits jeunes encore, mais à notre échelle, humblement, voilà ce qui nous maintient là où on est et qui nous donne envie d'avancer, même si c'est vraiment pas évident tous les jours. C'est avant tout, je crois, aussi une aventure spirituelle. Et je pense qu'on peut vraiment en témoigner devant vous, membres des Journées Paysannes. Dès le début, quand on s'est mariés, puis on avait vraiment le désir d'être dans la main de Dieu, mais entre l'idée dans la tête et la réalité, au travers des difficultés, de vraiment se confier à Dieu, parfois il y a un fossé. Et c'est en vivant ces difficultés qu'on se dit oui ou non, est-ce que j'ai confiance? Et nous, on a fait le choix de la confiance, vraiment de la providence. Moi, j'aime beaucoup ce mot, de providence, et de cette réalité, parce que c'est une réalité. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, chaque fois qu'on a eu besoin, qu'on a crié vers le Seigneur, il nous a répondu, on a eu de l'aide, sous quelque forme que ce soit. Et ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire, c'est que là où nous sommes, ce qu'on fait nous permet de le vivre. Et alors qu'on ne vivrait pas dans une situation de confort parfait. Moi, j'ai vécu moi, j'avais été longtemps en séminaire, j'avais besoin d'être prêtre. Et la grosse claque que j'ai été prise, c'est le séminaire qui m'avait dit, on voit qu'on discerne, c'est pas pour toi. Et du coup, j'ai compris que c'est pas à moi de choisir ma place dans le monde, c'est à moi d'accueillir la place que Dieu me donne dans le monde. Et comment je sais quelle place il me donne? C'est en écoutant mon cœur. Qu'est-ce que me dit mon cœur? C'est Jean Vanier qui m'a mis sur cette piste. Il me dit, si tu veux savoir quelle est ta place, écoute ce qu'il y a les désirs de ton cœur. C'est comme ça que je suis venu à la terre. Et du coup, je l'ai accueilli comme le lieu où Dieu me veut.
Et puis on a trouvé une ferme pile au moment où j'avais ce désir-là, enfin je l'ai reconnu et j'étais prêt à y aller. Donc j'ai vraiment accueilli ce projet, cette aventure, comme un appel de Dieu. Voilà. Et du coup, ça nous aide aussi à faire confiance, à nous abandonner à Dieu, pour lui dire, voilà, c'est toi qui nous as voulu ici. Il y a un projet éolien à côté de chez nous, à 850 mètres, c'est des très grosses éoliennes qui sont dans le vent dominant, donc on aura quand même des nuisances. Ça nous crée beaucoup d'inimitié avec les voisins qui sont férocement pour, et du coup qui ne nous parlent plus, enfin, voilà. Donc, il y a des difficultés fortes, la rentabilité, j'en ai parlé, mais on voit, voilà, Claire l'a dit, on voit que le Seigneur est avec nous et on chemine voilà, avec lui. Alors, bon, pas que ce soit trop long, je crois. Mais juste pour finir, ce que nous, citadins, avons vraiment apprécions et avons découvert ou redécouvert, c'est vraiment justement on parle du vivant là, ce week-end, un rapport au vivant, une collaboration avec le vivant. Alors c'est peut-être tu le vis plus parce que c'est plus Germinal qui est vraiment dans la production et moi dans la commercialisation dans la ferme, mais tu peux te dire un petit mot? Moi, c'est juste que je vois que la nature est bien faite, mais c'est l'intuition du départ. Quand j'avais entendu l'histoire de Pierre Rabhi qui dit son expérience, il travaille en usine, et puis il se dit, mais on n'est pas fait pour l'univers carcéral, j'ai envie de vivre dehors. Et du coup, il achète une ferme en Ardèche, il y va avec sa jeune femme, et il dit, mais la terre va me nourrir, il n'y a pas moyen. Donc en fait, il a foi que la terre est bien faite, il a foi en Dieu quelque part. Il a foi qu'il y a un créateur et que la terre est bien faite, surtout qu'il avait la foi au début de Pierre Rabhi. Donc, je ne sais pas quel en est aujourd'hui, ce qu'il en est aujourd'hui. Mais voilà, moi je m'émerveille de voir combien la nature est bien faite, les choses s'équilibrent. Je vois que dès que je veux. Enfin, ouais, dès que l'homme, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que dès que l'homme veut en tirer. Enfin, je pense que ce que je vous ai dit sur les 20%, 80%, je suis renforcé dans cette conviction profonde que la société, si elle veut être durable, et si elle veut avoir un lien durable avec la nature, telle qu'elle doit être transmise par le Créateur, il faut retrouver plutôt ce rapport 80% de subsistance et 20% de profit. Parce que dès qu'on veut faire 80% de profit, ben on fait des compromis avec la nature, et finalement c'est la biodiversité qui souffre, c'est la qualité des sols, la qualité des eaux, enfin vous connaissez tout, hein. On le voit de plus en plus. Mais donc, voilà. Moi, c'est mon constat. Et puis, là, c'était sur l'émerveillement. C'est peut-être le point suivant, mais moi, j'ai énormément de bonheur à vivre à la campagne. C'est vrai que je ne me projetais pas en ville. J'avais souffert d'habiter en ville à Paris. Mais dans la vie à la campagne, se lever avec le lever du soleil, se coucher avec enfin, souvent après le coucher du soleil, mais voir les saisons, voir la saisonnalité d'une année, le rythme des légumes, des fruits qui revient, on a le rythme des années. C'est plus la rentrée et les vacances qui rythment une année. C'est une année en fait. Et dans l'année, il y a des rythmes aussi. Et tout ça, c'est vachement bon. Enfin, ça donne je sais pas comment dire, mais en fait, moi, j'avais aussi un besoin de compléter mon éducation. Donc, j'ai grandi en ville, j'ai eu une éducation où j'ai eu tout voir un peu facilement. Enfin, j'ai pas dû travailler pour avoir droit à partir au sport d'hiver, etc. Et en fait, je pense que mes parents voulaient me donner le meilleur, mais c'était pas forcément très structurant. J'ai des amis qui ont mal tourné dans l'alcool, dans plein de trucs. Et ils étaient tous de milieu comme moi, un peu bourgeois, ils avaient tout reçu. Et l'expérience du Brésil, j'ai vécu au Brésil où il y avait beaucoup d'adversité, m'avait rendu plus forte déjà. Et là, je dirais un peu la même chose, vivre proche du burn-out, devoir lutter pour survivre, je me rends compte, alors ça peut m'écraser, mais si je fais attention pour pas que ça m'écrase, ça me rend plus fort. Ça me rend vraiment plus fort intérieurement. Et je ne sais plus quel était mon fil, je l'ai perdu. Voilà.
répondre à 30 secondes. Non, combien il est bon de bien se nourrir. Ça, vraiment, c'est excessivement bon. Et surtout quand ça vient de son jardin. Et combien il est bon aussi d'offrir à ses enfants un milieu de vie naturel, en fait. Mais naturel dans tout le sens du terme. Naturel parce qu'ils sont entourés de nature, mais avec des rythmes naturels, voilà, comme l'a voulu le Créateur. En fait, on colle beaucoup plus à ce qu'a voulu Dieu pour nous, et on le sent dans notre corps, dans notre mental, que c'est bon pour nous, cette vie-là. Alors, on n'est pas cuit les petits oiseaux, tout va bien à la campagne, non, parce qu'on éprouve qu'il y a des difficultés, on ne vous a pas tout dit en plus, hein, mais vraiment, on tient parce que vraiment cette vie est bonne. Voilà. Et donc, si on devait dire à des jeunes qui veulent, si on nous a demandé, un cahier des charges, des jeunes qui veulent franchir le pas, des conseils, c'est qu'il faut quand même avoir les reins solides sur plusieurs plans. Plan mental, plan physique, plan économique quand même, un minimum. Mais que si vraiment c'est fait pour soi, parce qu'il faut, comme dit Daniel, il faut l'accueillir si c'est pour soi, et pas parce que c'est bien en soi, malgré tout ce que ça implique, point de vue... Bon, pardon, je me répète un peu, mais... difficulté, et moi je tiendrai parce que je sens que c'est ce qui est bon pour nous et ce pourquoi on est fait. Voilà.